Il y a quelque chose à l'ENSEM devant lequel tout le monde passe, mais personne ne s'arrête. Dans la queue de l'ENSEM, sur la gauche, se dresse discrètement une plaque mortuaire. Gravés dessus, les noms de tous les étudiants de l'ENSEM tombés au combat, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Bienvenue. Je suis Zach Martin. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur ce documentaire, où nous avons exploré documents et archives afin de vous raconter une partie de l'histoire de notre école et de ses élèves. On espère que ce documentaire vous plaira, car nous, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser. 34. C'est le nombre d'étudiants passés par l'ENSEM et tombés lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Avant de plonger dans l'histoire de ces hommes, il faut qu'on vous raconte rapidement l'ENSEM. L'ENSEM, c'est l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Une école d'ingénieurs située sur les hauteurs de Nancy, sur le plateau de Brabois. Pour vous raconter son histoire, nous avons eu la chance de bénéficier de l'aide du directeur de l'école, Jean-François Pétain, qui nous a fourni 2 ouvrages. Un siècle de formation des ingénieurs électriciens, ancrage local et dynamique européenne, l'exemple de Nancy, et Histoire de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy. Grâce à ces documents, nous avons pu aller plus loin sur l'histoire de l'école. L'ENSEM ne s'appelait pas ainsi à l'origine. Fondé en 1900 sous le nom Institut d'électrotechnique de Nancy, IEN, par Ernest Bichat et les frères Alfred et Ernest Solvay. L'Institut est alors une création originale. Elle ne s'inspire d'aucun modèle et est le fruit d'un vent de modernité qui souffle en Europe. Financé par des subventions publiques et par des dons d'industriels qui recherchent des ingénieurs électriciens. L'Institut a été construit à Nancy à côté de l'Institut de chimie et de l'école de brasserie. Pour l'anecdote, l'IEN, l'Institut Solvay, correspond au bâtiment qu'utilise actuellement l'ENSIC, l'école de chimie de Nancy. Et de plus, l'école de brasserie voisine de l'IEN, c'est une des écoles qui a fusionné avec d'autres pour devenir de nos jours l'ENSAIA, école d'agronomie qui partage de nos jours ses locaux avec l'ENSEM. Petit saut dans le temps, et c'est en 1944, sous l'impulsion de M. Mauduit et sous la direction de M. Capel, que l'école devient l'ESEM, École supérieure d'électrotechnique et de mécanique, avant d'adopter son nom définitif, ENSEM, le 27 mars 1948. Alors, ainsi, 61, c'est le nombre d'étudiants passés par l'IEN qui ont perdu la vie durant la Première Guerre mondiale. Pourquoi 61 et pas 34 ? Parce qu'on a eu la chance de retrouver le contenu du livre d'or de l'IEN de 1918 que Jean-Luc Dron, spécialiste de la Grande Guerre, nous a gentiment envoyé. À l'intérieur de celui-ci, le travail d'anciens étudiants rescapés de la guerre qui ont pris le temps de raconter avec le peu d'informations qu'ils avaient l'histoire de ceux qui n'ont pas pu la raconter. Et en réalité, en plus des 34 ingénieurs de l'IEN, 27 courageux élèves sont tombés lors du conflit. Leurs noms n'apparaissent pas sur la plaque, mais pourtant, alors que simples étudiants et promis à un avenir brillant, ils ont donné leur vie pour leur pays. C'est dans tout ce contexte que la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Vous connaissez l'histoire. Jeu d'alliance, assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie, la Russie soutient la Serbie, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, la France, alliée de la Russie, entre en guerre, des millions de Français sont mobilisés. Boulangers, bouchers, fermiers, ouvriers, étudiants, et parmi eux, diplômés, élèves et professeurs de l'IEN. Alors, cette guerre a pris de court les anciens élèves de l'IEN, plongés dans leurs études ou déjà en activité dans l'industrie. Et il faut savoir qu'afin de poursuivre leurs études, la majorité d'entre eux ont eu la possibilité de raccourcir leur service militaire d'1 an. Alors, au début du conflit, leur affectation initiale dans l'armée correspondait rarement à leurs compétences techniques. La majorité d'entre eux s'est retrouvée simples soldats. Mais peu à peu, les élèves et professeurs de l'IEN ont été appelés à servir dans des unités spécialisées. Transmission télégraphique, construction de structures défensives, développement d'équipements électrotechniques. Chaque élève, professeur et diplômé de l'école ont eu leur rôle à jouer dans cette guerre. Nous allons vous partager 4 de ces récits qui nous ont particulièrement touchés
et qui, ensemble, donnent un aperçu complet sur les Nsémiens de la Grande Guerre. En me plongeant dans le livre d'or, je me suis rendu compte d'une chose. Il y avait trop de noms, trop d'informations. Il fallait que je prenne du recul. C'est là que j'ai eu une idée. Faire une carte sur laquelle apparaissent les emplacements où sont morts les Nsémiens. Voilà. Et cette carte s'est avérée très intéressante. En effet, on remarque une chose frappante. Tous ces Nsémiens morts sont répartis le long de la ligne de front. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des zones plus denses que d'autres. La Marne, mais surtout Verdun. Et si un lieu symbolise bien l'horreur du conflit qu'était la Première Guerre mondiale, c'est Verdun. Verdun, c'est 10 mois de bataille infernale. C'est une guerre d'usure où chaque mètre de terrain a été payé au prix du sang. Entre février et décembre 1916, c'est plus de 300 000 hommes qui sont morts. Des collines et des forêts, ne restaient plus que des cratères d'obus et des tranchées. Verdun, c'est aussi le sacrifice des soldats français, qui auront tenu tête jusqu'au bout aux soldats allemands. J'ai du mal à croire que tous les gens qui sont dans la tranchée sont d'accord, étaient pour la guerre. Mais à un moment, ils se sont dit, notre pays, c'est notre pays, on va le défendre. Et je pense que ces jeunes-là, ils étaient dans cet état d'esprit. Parce que beaucoup, vous verrez, si vous regardez les citations, il y a beaucoup de soldats, ils ne voulaient pas faire la guerre. Mais par contre, au moment de mourir, ils ont dit « Vive la France » ou ils ont dit « Allez les gars, faites-moi honneur, je vais mourir, mais faites honneur, défendez la patrie ». Oui, car dans la tranchée, avant l'assaut, quand la vie des soldats ne tient qu'à un fil, tout ce qu'il leur reste, c'est leurs camarades, leurs frères d'armes. La seule chose qu'ils ont en commun à cet instant, c'est leur nation, leur patrie. Loin de leur famille et de tout, il ne leur reste plus que la France pour qui se battre. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore présenté, mais le monsieur que vous avez écouté à l'instant, c'est David Andrien. Il est passionné d'histoire et président de l'association Phoenix Meuse. Et il a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc moi, je suis David Andrien, je suis président de l'association Phoenix Meuse en famille sur les Pas de vos héros. Je suis aussi passionné de 14-18 et je suis guide sur le champ de bataille de Verdun. Voilà, qu'est-ce que c'est Phoenix Meuse en famille sur le Pas de vos héros, sur les Pas de vos héros, c'est important pour nous. Tout simplement, c'est une association qui recherche les familles des soldats qui ont combattu en Meuse, Première ou Deuxième Guerre. On les contacte, on les invite à venir en Meuse pour des événements et notamment pour des week-ends mémoriels où on va honorer leurs aïeuls, mais pas que, c'est-à-dire les soldats en général. Parce que votre motivation à vous là-dedans, c'était vraiment de faire perdurer la mémoire, etc., de transmettre cette information et d'avoir toujours un lien avec ces personnes-là finalement. Mémoire, contact avec les familles, donc garder le lien effectivement, et puis surtout ne pas perdre parce que de toute façon c'est pas dur, hein. Si on crée pas tous ces événements, ces soldats, moi honnêtement, qui est-ce qui va aller les voir dans les nécropoles, hein, faut se le dire, hein. Si c'est pas la famille et si c'est pas un perché un peu comme moi, hein, si je peux dire. Ok, revenons-en à Verdun. Verdun, c'est le fort de Douaumont, tombé en quelques jours avant d'être repris aux mains des Allemands. Mais à quel coût? Ce sont les poilus, parfois à peine adultes, affrontant la boue, le froid et la peur sous un déluge de feu. On va s'enterrer, ils vont connaître de l'horreur des tranchées, la pluie, la boue, les obus, les gaz, enfin que si on commence à tout, la perte d'un ami, parce que souvent ils étaient du même secteur géographique, donc c'était peut-être le voisin qui était à côté d'eux, et ça c'est terrible. Ils ont soif, il fait très chaud, ils ont pas d'eau. Certains hommes, il est écrit que certains hommes boivent leur urine, alors que moi j'avais lu ça au Fort de Vaux, mais là on n'est même plus au Fort de Vaux, on est même avec des gars à côté, qu'ils profitent d'un orage pour récupérer le peu d'eau qu'ils peuvent récupérer. Il est écrit qu'ils se repèrent pour savoir le chemin à suivre avec les corps qui sont phosphorescents pendant la nuit. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont les lèvres
ils ont les yeux et je sais plus quelle autre partie du corps qui est phosphorescent et ça leur donne l'indication du chemin à suivre. Tellement il y a de corps en fin de compte, c'est ça qu'il faut lire. Et ça c'est dur. Hein. Ils parlent de cadavres, ils essayent de trouver de l'eau entre les cadavres. Enfin c'est quand même, c'est des choses terribles quoi. Rien que de lire ça, c'est hyper touchant. Mais c'est plus de la survie, c'est au-delà de l'instinct de survie. Enfin, c'est immoral un peu. Ces conditions déplorables dans les tranchées ont causé rien qu'à elles la mort de centaines de soldats. Comme si la mort par les balles et les obus ne suffisait pas. Verdun, la guerre, c'est l'instinct de survie à son paroxysme. Là, c'est l'instinct de survie totalement. Il faut savoir aussi que les gars, par exemple, vous avez peut-être déjà vu des films hein, où on essaye de relater un peu la guerre. Vous voyez le gars qui tombe dans un trou d'obus, puis il tombe nez à nez avec un autre. C'est le premier qui va sortir ce qu'il a sous la main. Hein. Dans l'historique de mon arrière-grand-père, de l'amicale du 19e, il est quand même écrit qu'en Argonne, les mecs, ils sortent les pelles pour taper sur la gueule aux Boches. Tellement on est au corps à corps, on prend ce qui est le plus pratique. La pelle, on donne des coups de pelle. Et c'est comme ça qu'on va amocher le mec d'en face. C'est horrible. Sachant que le mec d'en face, il est comme vous. Il n'a rien demandé. On l'envoie au casse-pipe, vous n'êtes pas des guerriers. Verdun est l'un des pires théâtres de la Grande Guerre. Et surtout, c'est un théâtre de guerre proche de l'ENSEM. Et il faut savoir que les étudiants de l'ENSEM, à l'époque, étaient en grande majorité originaires de Lorraine et de Champagne. En conséquence, ils faisaient souvent partie des premiers régiments à être envoyés au front, et notamment à Verdun. Moi, en plus, les Meusiens, nous, tout de suite, on était à proximité, et hop, on nous a envoyés avec la bataille, les Meusiens ou les Meurthe-et-Mosellans, hein, tout de suite à la bataille des frontières, où là, il y en a déjà beaucoup qui vont décéder, le temps que les troupes du Sud s'organisent et montent à proximité des frontières. Alors, à l'aide des récits du Livre d'Or et de la carte, on connaît le nom et l'histoire des Ensémiens morts à Verdun. Ils ont combattu et trouvé la mort pour défendre ses positions. Marcel Terrel, René Bizot, ou encore Pierre Garnier. Pierre Garnier, il est nancéen de naissance. Il est affecté au 8e bataillon de chasseurs à pied, qui est une unité prestigieuse de l'infanterie légère, avec une histoire riche, connue pour sa ténacité et sa bravoure. Il a notamment combattu au fort de Douaumont. Il a laissé quelques notes dans son carnet de rapports. Les compagnies du 97e organisent leur ligne avec une tranchée de tir et une tranchée de repos. Les autres compagnies creusent des boyaux conduisant à l'arrière. Tous ces travaux se font de nuit. Le jour, le moindre mouvement est salvé d'obus de gros calibre. Les Allemands bombardent la batterie de Fleury et le poste de commandement. Puis ce tir s'allonge vers 9 batteries situées derrière. Une fusillade intense éclate. Ces quelques phrases à elles seules nous laissent imaginer l'anxiété et la nervosité constante ressenties dans les tranchées, quand la vie de Pierre tenait au moindre mouvement. D'ailleurs, si Pierre Garnier s'est vu confier un carnet de rapports de guerre, c'est grâce à son niveau d'études. En effet, en tant qu'élève ingénieur de l'IEN, il est considéré comme très instruit. Il est donc jugé en très bonne capacité à retranscrire les événements de sa compagnie sur papier. Parfois, quand celui qui savait écrire, et là je pense à vous, les étudiants, à vos soldats, le paysan qui ne sait pas écrire, ou qui n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir raconter un peu comment que ça se passe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un jeune qui a fait ses études, et si le jeune, par exemple, est sergent, comme j'en ai vu dans la liste que vous m'avez envoyée, ce gars-là, j'imagine que pour tous ceux qui ne savaient pas écrire, il a écrit, quoi. Il a envoyé au moins un petit mot de temps en temps pour rassurer peut-être la famille. Parce que dans les lettres que nous, on lit là, et que les familles nous envoient, c'est très très rare qu'ils disent que ça va pas. Ils ne parlent pas d'eux, en fin de compte. Ils parlent comment que ça va à la ferme, comment que ça va dans la famille, est-ce que vous allez bien, est-ce que tout le monde va bien, et puis moi ici, ça va. En tout cas pour le moment. Souvent, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est aussi en ça que les étudiants ingénieurs se démarquent sur le champ de bataille. Ils sont souvent réquisitionnés par leurs camarades de tranchée, moins lettrés, pour écrire à leur place les quelques mots destinés à leur famille. Parfois, ce qui permettait de survivre un peu plus longtemps que son camarade de compagnie
c'était l'audace et la combativité que certains soldats hors du commun possédaient de plus que les autres. Ok, il y a un ancien élève de l'IUN dont il faut vraiment que je vous parle. Son histoire, par son parcours et par son caractère, m'a beaucoup touché. C'est Marius Hasdentoffel. En 1914, à 20 ans, il rentre en première année à l'IUN, mais lui a un profil vraiment différent de ses camarades. Il est né en 1894 d'une famille aisée, mais sa particularité, c'est qu'il est né à Sierck-les-Bains. Et Sierck-les-Bains, c'est en Moselle, mais à l'époque, c'est en Moselle allemande. Et donc, Marius est un citoyen allemand. Il n'est pas français. Et ça, dans le cadre d'une guerre mondiale qui oppose la France contre l'Allemagne, ça a une importance. Alors Marius en fait se considère français. Il a reçu une éducation française et se sent très proche de l'époux de sa tante. C'est un ingénieur centralien qui vit en Moselle française. Peut-être que c'est lui qui inspire Marius à faire des études d'électricité et de mécanique. Mais d'abord, dans sa jeunesse, Marius étudie à Metz, alors allemande. Ce n'est qu'à ses 16 ans qu'il peut étudier en France, à Nancy, où il intègre l'IUN. C'est lors de sa première année à l'IUN que la guerre éclate. Sa position est délicate. Tous ses camarades de classe sont mobilisés, mais lui non. Il a grandi en Allemagne entouré d'Allemands, mais se sent français, et étudie actuellement en France. Ses parents vivent de l'autre côté de la frontière, où son père est propriétaire d'une scierie. Il faut savoir que s'engager et combattre pour la France, dans son cas, est doublement risqué. Déjà par la férocité du conflit, mais surtout, car étant de nationalité allemande, s'il se fait capturer, il peut être exécuté pour trahison. David nous a parlé de ce cas avec un soldat alsacien. On a un Alsacien, alors ça un Alsacien c'est pas commun, qui s'appelle Saloué. Cet Alsacien, ils lui avaient changé le nom. C'était Montchrétien. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes Alsacien et que vous combattez pour la France, si vous êtes pris par les Allemands, vous êtes fusillé, direct. Alors que si vous êtes prisonnier et que vous êtes français, ils vous fusillent pas. Vous êtes prisonnier de guerre. Et il faut savoir que sur les 1234 noms, moi j'en ai contrôlé déjà 800. Sur les 800, il y en a 150 qui étaient faux, avec une erreur. Si vous multipliez par 700 000, ou même 100 000, ça fait 20 000 noms à changer, quoi. Ça fait 20 000 noms de familles potentielles qui ne sont jamais venues sur la tombe parce qu'ils n'ont jamais su où il était. Vous voyez ? Et ça, c'est pareil, moi, ça me touche parce que si vous faites ça, vous redonnez le vrai nom à ce soldat. C'est un hommage, en fin de compte. C'est le minimum qu'on puisse faire, redonner le nom à un soldat. Mais pour Marius, le choix est évident. Il veut rejoindre les rangs de l'armée française et faire de sa Moselle natale à nouveau sous drapeau tricolore. Néanmoins, les services de recrutement sont dubitatifs. Peut-on laisser un Allemand se battre avec des Français ? Et s'il était un espion, quand est-ce qu'il trahira ? Il essuie refus sur refus. Parfois, on lui dit que c'est à cause d'une inaptitude physique. Mais cela ne l'arrête pas. À force d'insister, il est finalement accepté à Toul, au bout d'un an, en 1915, dans le premier groupe d'aviation. Il apprend alors très vite à piloter, et est promu caporal en début d'année 1916. Après encore 3 mois d'attente en division d'entraînement, il est affecté à la 201e section d'artillerie lourde dans la Somme. Alors, à cette époque, l'artillerie est peu précise, et elle dispose de très peu de moyens d'observation pour identifier les cibles ou encore ajuster les tirs. L'aviation, très récente lors de ce conflit, peut alors être un outil formidable. C'est pour cela que Marius a la responsabilité de voler sur le Farman MF-11, un avion de reconnaissance. Il est rapidement reconnu par ses pairs et ses supérieurs pour son sang-froid et son audace. Pour son travail discret, il est cité 2 fois. Jeune pilote des plus audacieux, sollicite toujours comme une faveur l'accomplissement des missions les plus périlleuses au cours desquelles il a eu plusieurs fois son avion criblé de balles de mitrailleuse. Pilote d'une énergie et d'un courage au-dessus de tout éloge, toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses. Le 26 juillet 1916, a recherché le combat avec 3 appareils ennemis, a obligé ces derniers à abandonner la lutte et a pu ramener au terrain son appareil complètement désemparé. Il faut se rendre compte de la prouesse. Seul, avec son avion de reconnaissance, il met en déroute 3 chasseurs ennemis. Par son dévouement et ses performances, il est promu au grade d'adjudant en novembre 1916. Le mois suivant, il est muté dans la chasse dans l'escadrille N-47. C'est là qu'il pourra montrer son talent sublimé par sa bravoure. Dès les premiers mois, il remporte pas moins de 3 victoires aériennes, mais aucune n'est homologuée. Abattre un ennemi n'est pas chose aisée. Au sol, les ennemis ne voient que vous et tenteront de vous abattre. Les conditions de vol et la fiabilité des appareils sont terribles. Et tout cela, c'est sans combattre directement d'autres avions. Les combats sont des plus durs et des plus sévères. Abattre ne serait-ce qu'un seul appareil est une véritable performance. En abattre 5 fait de vous un as. Pour l'instant,
Il n'a pas encore eu de victoire homologuée, mais on comprend déjà, à son caractère, qu'il est déterminé à faire changer les choses. Il a été cité 2 autres fois pour des actes de bravoure, mais c'est le 24 octobre 1917, proche de Laon, que Marius décroche sa première victoire. Dans la même journée, grièvement blessé au cours d'un autre combat, a réussi grâce à son énergie et à son sang-froid à ramener son appareil au terrain. Il est alors envoyé à l'hôpital et en ressort que 3 mois plus tard où il réintègre directement son unité. Le 12 mars, il obtient sa 2e victoire. Brillant pilote de chasse. Le 12 avril 1918, pilote de tout premier ordre, ardent au combat et méprisant le danger. Faisant partie d'une patrouille de 3 qui attaquait un biplace allemand, a mis fin au combat en l'abattant en flammes. Le 21 avril 1918 a abattu après un dur combat son 4e avion ennemi. Le 25 juin 1918, à 18h10, face à un Fokker D7, le meilleur chasseur allemand déployé sur le front seulement depuis 2 mois. Pilote merveilleux d'adresse et d'intrépidité, a remporté sa 5e victoire en abattant un monoplace ennemi en flammes dans nos lignes. Ça y est, il a ses 5 victoires. Le lendemain, alors basé proche du domicile de sa tante et de son mari Jean Storé, qui l'a tant inspiré, Marius décide de survoler leur demeure à Vinox, alors éloigné du front pour lui rendre visite afin de fêter cette mythique 5e victoire. Mais c'est alors que sous les yeux de Jean, que l'appareil de Marius s'écrase. Les raisons divergent en fonction des sources. Certains rapportent une vrille lors d'une acrobatie qui a mal tourné, un capotage d'atterrissage ou encore un malaise. Il est transporté au domicile de sa tante et décède dans la demi-heure. Le mari de sa tante était la personne à prévenir en cas de problème. Les autorités n'auront pas eu besoin de le contacter. Simple élève de l'IUN au début du conflit, il a vu luire l'aurore de la victoire et laisse derrière son sacrifice 9 citations, sa médaille militaire, sa croix de la couronne de Belgique et sa médaille de la conduite distinguée d'Angleterre. Sur sa tombe, ses professeurs ainsi que ses camarades lui ont rendu hommage, avec ses amis, dont l'un a prononcé ces quelques mots. Mon cher Hasentoffel, avec une admiration émue, nous suivions la série ininterrompue de tes étonnants exploits. Tu étais l'enfant chéri du groupe de combat. Tu possédais l'âme la plus pure, l'esprit le plus noble, le cœur le plus vaillant dans le corps le plus frêle. Jamais nous n'oublierons ton adresse incomparable et ton prodigieux courage. Dans les circonstances les plus difficiles, nous ferons tout pour garder ta belle humeur, ta confiance inaltérable. Et, fort de ton exemple, nous nous envolerons résolus à tout pour te venger. Mon ami très cher, mon petit Hasden, dors en paix. Ton souvenir et ton exemple sont impérissables dans nos cœurs. Camille Gutton, c'est un physicien expert en électromagnétisme. Déjà à l'époque, il occupe une place importante dans le paysage scientifique. Il est reconnu pour ses travaux sur les ondes radioélectriques et la télégraphie sans fil. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il est transféré au 8e génie télégraphiste. Durant la guerre, la communication à distance est très importante. La télégraphie sans fil, qui est une nouvelle technologie, c'est la garantie d'une transmission rapide des informations sur le front. Alors, Camille Gutton apporte son expertise pour perfectionner ses systèmes de communication. Il améliore les circuits oscillants et les antennes utilisées pour la transmission des signaux radio. Au final, ces recherches permettent de rendre les transmissions plus fiables, de plus longue portée, et moins sujettes aux interférences ennemies. Ces avancées sont cruciales et permettent de renforcer la logistique des armées alliées. Camille Gutton est plus tard promu au grade de sous-lieutenant et affecté à l'établissement central de radiotélégraphie militaire. Le 8 janvier 1918, il est décoré de la Légion d'honneur. Mais son histoire ne s'arrête pas là. À la fin de la guerre, un problème majeur se pose. Des milliers d'obus non éclatés sont encore présents, enfouis dans les champs de bataille. Ces obus représentent non seulement un danger mortel pour les populations civiles, mais aussi pour les agriculteurs qui tentent de reprendre leur activité. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait alors appel à Camille Gutton pour trouver une solution à ce problème. Gutton met alors au point une balance d'induction, un appareil basé sur l'induction électromagnétique qui permet la détection de masses métalliques enfouies jusqu'à 40 cm sous terre. Ainsi, il contribua grandement au déminage et à la sécurisation des terres agricoles. Tout au long de la guerre et dans les années qui suivent, Camille Gutton sera un scientifique engagé. Il met ses connaissances au profit de la défense et de la reconstruction du pays. Ses travaux sur l'électromagnétisme ont durablement impacté les domaines des télécommunications et ont ouvert la voie aux innovations du XXe siècle. Son héritage scientifique est aujourd'hui une référence dans le domaine. Il est le parfait exemple du rôle essentiel
des chercheurs en temps de guerre. André Degaille. André Degaille est le dernier parcours qu'on vous présente, mais paradoxalement, il était le premier que nous avions découvert. Nous n'avions que très peu d'informations dans les débuts de nos recherches, seulement ces noms sur cette plaque. C'est là qu'intervient Denis Delavoye. Denis est passionné par la Grande Guerre depuis l'adolescence. Plus tard, curieux de connaître son histoire familiale, il fait des recherches généalogiques. Il découvre un grand-oncle tué dans les débuts de la guerre dans le 149e régiment d'infanterie. Les informations classiques que l'on peut trouver sur les régiments comme le journal de marche a disparu, alors il décide de mener un travail de recherche et partage ses trouvailles sur un blog qu'il dédie aux humbles et aux anonymes qui auraient certainement préféré continuer de pousser la charrue et cultiver leurs champs pour nourrir les leurs, aux ouvriers et aux artistes qui furent dans l'impossibilité d'achever leurs œuvres, aux savants qui gardèrent leurs inventions dans un petit coin de leur tête et qui ne purent jamais les réaliser, et à tous les autres. André Degaille, notre Ensémien, faisait partie de ce régiment. André est né le 2 août 1884 dans le petit village de Saumur en Auxois, dans le département de la Côte d'Or. Il effectue son service militaire en 1906. Comme beaucoup d'autres Ensémiens, son service militaire est raccourci d'1 an, ce qui lui permet de finir ses études à l'IUN en 1910. Il commence ainsi sa vie civile en tant qu'ingénieur dans la société Sigrun à Épinal. 4 ans plus tard, la guerre éclate. André est alors sous-lieutenant de réserve et prend le commandement d'une section de la 2e compagnie de son régiment. On l'a vu précédemment, les régiments les plus proches du conflit doivent rapidement se rendre au combat en attendant les renforts du reste de la France. Son régiment a pour ordre d'aller dans les Vosges, à la frontière à Sainte-Marie-aux-Mines. Ils doivent tenir le col jusqu'à l'arrivée des chasseurs alpins. Cependant, à l'arrivée au col, André Degaille a été tué le 9 août en portant sa section en avant au moment où, debout, à 50 mètres des tranchées ennemies, sous un feu meurtrier, il essayait d'entraîner la chaîne de tirailleurs qu'il venait de renforcer. Son corps n'a jamais été retrouvé, un destin tragique d'une vie qui aurait pu être autre. Avec Martin, nous avons été touchés par cette histoire et nous avons convaincu Enzo et Mathis de nous accompagner au col de Sainte-Marie. Et voilà, Enzo qui commence. Hein. Plus d'1 siècle après les combats, on peut toujours voir l'impact de ceux-ci. Et avec la neige, c'était encore plus particulier de découvrir les restes des tranchées, les structures défensives et le cimetière militaire. André Degaille, du 149e régiment d'infanterie. Ben là, c'est le 4e bunker qu'on trouve depuis le début. Mais on voit quoi, là, ça en est bien à la frontière quoi. Et du coup, on a commandé sur le panneau, c'est le poste mitrailleur là. Ah, mais c'est quoi ça? Des vestiges. Cela devait servir à tenir une porte. Ah, c'est une pièce en métal quoi. Oui, totalement. Oh là, oh là, oh là. Mathis, je crois que... Mais pendant tout le conflit, lors de ces histoires tout aussi héroïques que tragiques, tout aussi épiques que déchirantes, que se passe-t-il à l'école? Malgré la guerre, l'Institut a continué de fonctionner. Dès novembre 1914, les cours ont été maintenus grâce à l'engagement des professeurs restés à Nancy. Certains, comme M. Delatour et M. Poca, ont assuré l'enseignement en parallèle de leurs travaux pour l'effort de guerre. L'établissement a cependant subi les assauts du conflit. En 1916, un bombardement a endommagé la bibliothèque. En 1917, une bombe a frappé un laboratoire, détruisant machines et verrières. En avril 1918, avec la fermeture de l'université de Nancy, l'IEN a été déplacé à Paris. Les cours ont été dispensés à l'École normale supérieure et à la Sorbonne, garantissant ainsi la continuité de la formation malgré les difficultés du conflit. Dès novembre 1918, l'Institut a rouvert ses portes à Nancy, avec un afflux massif d'étudiants, symbole de la résilience et de la vitalité de l'établissement. Les noms gravés sur la plaque de l'ENSEM ne sont pas de simples inscriptions figées dans le temps. Derrière eux se cachent des parcours, des sacrifices, des vies bouleversées à jamais par la guerre. Notre travail, mené à partir d'une simple plaque commémorative, nous a permis de redonner une identité à ces hommes, de mieux comprendre leur engagement et de mesurer l'impact du conflit sur l'Institut électrotechnique de Nancy, et ainsi l'ENSEM.
Ce documentaire a été extraordinaire par les rencontres faites, notamment David Andrien que l'on remercie tout particulièrement. Ce projet a été émouvant par les histoires qu'on a pu découvrir. On vous en a présenté que quelques-unes, mais il en existe bien d'autres, tout aussi incroyables que bouleversantes. Et puis, ils n'étaient que simples étudiants ou fraîchement diplômés, et ont vu leur vie dramatiquement basculer alors qu'ils étaient promis un destin brillant. À l'heure où le monde vacille, cette histoire résonne comme un écho troublant, nous invitant à s'interroger.